Eh bien, mes chers compatriotes, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir sur UPR TV et de présenter quelqu'un qui est un adhérent de notre mouvement, de l'UPR, mais qui n'est pas seulement un adhérent, c'est qu'il vient d'être nommé par le Bureau national responsable national à l'UPR des questions de francophonie. Il s'appelle Charles Durand, il habite sur la Côte d'Azur et donc je suis en duplex avec lui. Il n'est pas dans le studio de Paris. Donc à l'UPR, vous allez être chargé de ça avec un projet que vous allez nous exposer, c'est-à-dire, je crois, de nous faire une vidéo une fois par mois pour attirer l'attention des gens qui nous regardent sur des aspects comme ça, parfois peu connus ou méconnus des questions concernant la langue française. Alors on en a parlé auparavant. Vous avez déjà, je crois, quelques idées de ces vidéos qui ne devront pas durer trop longtemps pour ne pas lasser les internautes, mais qui vont décortiquer un problème en particulier qui concerne non seulement d'ailleurs la langue française, mais toutes les grandes langues du monde qui se font phagocyter, avaler par la loi du tout anglais qui semble triompher provisoirement. Alors, avant de faire je veux dire, d'expliquer mon projet, par défense de la langue française, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on entend, de quoi s'agit-il? Alors, on défend un territoire, on se défend contre une agression physique, mais que signifie défendre une langue? On parle français en France, alors où est le problème? Justement, on peut commencer à en douter, étant donné que sur les territoires français, des sociétés exigent de leurs employés d'utiliser l'anglais, même lorsqu'aucune relation n'existe avec une quelconque entité étrangère, quand quasiment plus aucune publication scientifique n'est rédigée en français, quand les demandes d'octroi de recherche doivent impérativement être rédigées en anglais. Bon, maintenant, une grande partie des demandes d'octroi de recherche, comme vous le savez peut-être, passe par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et qui exige des propositions en anglais, rédigées en anglais. Quand la communication avec les instances européennes se fait ou doit se faire en anglais, quand il est impossible de devenir maintenant ingénieur ou médecin si l'on ne passe pas un test d'anglais. J'ai un article, je l'ai imprimé, il est quelque part dans mon bureau. Ici, c'est sorti récemment, des gens qui ont été recalés à l'école de médecine, qui avaient de très bonnes notes en médecine, mais ils n'ont pas pu réussir le test d'anglais qui leur était demandé et par conséquent, ils ne peuvent pas intégrer l'école de médecine. On est dans un tissu d'absurdité incroyable. Alors, avec la prétendue pandémie que nous vivons, on a vu apparaître toute une nouvelle terminologie. Alors, on a entendu parler des clusters au lieu de foyers d'infection. On a entendu parler des essais randomisés alors qu'il s'agit de tests aléatoires. Le Covid lui-même est un acronyme anglais, ou la Covid. Et Alain Rey et Bernard Cerchiglini se félicitent de la créativité de la langue française, comment dirais-je, à propos de la pandémie, de la créativité linguistique qu'on a démontrée, mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. Je vais vous citer une anecdote. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu à Belfort entre 97 et 2003. Et comme vous le savez aussi, Alstom avait des usines, a toujours des usines dans la région de Belfort. Mais maintenant, ils sont passés sous la houlette américaine. Bon, c'est autre chose. Toujours est-il que j'avais un voisin dans l'immeuble où je vivais qui travaillait pour Alstom. Et à cette époque-là, il m'avait parlé d'une grosse commande de turbines à gaz par des Tunisiens, donc pour fonctionner bien entendu en Tunisie. Et tous les manuels, toutes les instructions de montage, tout ça, étaient rédigés en anglais. Et chose complètement absurde, les Tunisiens avaient dû faire traduire tous les manuels d'utilisation, les faire retraduire en français, car la traduction, je veux dire, la version française n'était pas fournie par Alstom.
Alors, que peuvent penser, je veux dire, les Maghrébins, les Tunisiens en particulier, quand ils se trouvent face à face, je veux dire, quand ils se trouvent face à ce genre de situation? On a affaire en fait à ce que l'on constate sur les questions de la langue, c'est ce que l'on constate dans de très très nombreux domaines. Il consiste à avoir, on a l'impression que Macron, et c'était vrai d'ailleurs de ses prédécesseurs, que Macron a une espèce de gestion extinctive de la France, et on a l'impression qu'il s'agit de brader tout le patrimoine, y compris notre langue à laquelle on ne porte pas l'intérêt que portent d'autres peuples francophones. Je me rappelle qu'au moment de la loi Fioraso, nous, on avait pris donc cette loi qui a été une loi félonne qui, en 2013, a consisté à autoriser qu'en France, on fasse des cours en entier en langue anglaise. Moi, je ne suis pas contre le fait d'apprendre une langue étrangère, notamment l'anglais, bien entendu. Mais avoir des cours, comme c'est le cas, par exemple, à Sciences Po Paris ou dans des écoles de commerce, où tous les cours dans tous les domaines sont entièrement, exclusivement et obligatoirement en anglais, ça n'est plus apprendre une langue, ça c'est se laisser coloniser. Et je me rappelle avoir fait une émission, c'était sur Canal 23 avec Christophe Ondelatte, qui avait fait venir un certain nombre d'intervenants, notamment, je me rappelle, le président de l'université de Toulouse 3 qui trouvait ce projet de loi Fioraso très très bien. Il y avait également un journaliste du Monde qui n'avait rien à redire. Et moi, je m'y étais opposé. La seule personne qui était venue pour aller dans mon sens et avec une fermeté, une vivacité assez extraordinaire, c'était cette romancière camerounaise, Calixte Beyala, qui s'était adressée aux autres en disant « Vous êtes des traîtres à votre langue, des traîtres à votre propre identité ». Et c'est là qu'est le problème, c'est que on a l'impression que la scène politique française considère qu'une fois pour toutes, la langue française c'est une vieille lune et ça n'est pas chic, ça n'est pas à la mode. Alors, il y a quand même un grand sujet qu'il faut aborder là-dessus, c'est les liens entre une domination linguistique va de pair en fait avec la domination économique, la domination financière, la domination aussi en termes de maîtrise de l'imaginaire des gens et le flot constant, absolument constant de séries américaines, de musique américaine, de films américains, de nourriture américaine, etc. L'alignement constant de nos positions en matière diplomatique, militaire, par l'intermédiaire de l'Union européenne sur les États-Unis d'Amérique, tout ceci participe de façon globale, en fait, à un alignement dont le précipité final, c'est effectivement la perte de notre langue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision, Charles Durand ? Tout à fait. C'est une colonisation des esprits. Alors, colonisation, ça veut dire occupation. Et l'esprit de nos dirigeants, l'esprit de beaucoup de nos industriels, de beaucoup de nos universitaires est occupé véritablement par les schémas anglo-saxons, par la langue anglaise, par les repères, les idéologies, etc. Mes compatriotes sont complètement imbibés. Je voudrais revenir un instant sur cette affaire d'étudiants et de programmes. Il y avait aussi des calculs économiques. Donc, nous voulons attirer davantage d'étudiants étrangers qui ne connaissent pas forcément le français. Donc, nous allons offrir des cours et même des cursus complets en anglais pour pour les faciliter comment dirais-je, avoir davantage de nombre, parce que le commerce, effectivement, je veux dire, des programmes universitaires, des enseignements universitaires est énorme. Vous avez des flux étudiants très importants dans tous les pays dits développés du monde. Des flux d'étudiants étrangers. Alors, le calcul était, nous allons donc offrir des programmes en anglais pour faire venir davantage d'étudiants. Mais tout étudiant à la vue basse, je veux dire, sait pertinemment, consciemment ou inconsciemment, que la qualité de l'enseignement dépend de la qualité de la langue qui est utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un veut faire un cursus en anglais, eh bien, il va automatiquement
chercher à être admis dans une grande université américaine, une grande université australienne ou bien une grande université anglaise. Si on lui offre un programme en anglais en France, eh ben, ça ne pourra être au mieux qu'un second choix. Et par conséquent, de quoi on hérite? Eh ben, on hérite tout simplement des gens qui ont été refusés, qui n'ont pas été admis dans les universités anglaises, américaines ou australiennes. C'est aussi simple que ça. On a à la limite, on hérite aussi des bras cassés. Hein, alors, c'est tout à fait contraire à nos intérêts. Je suis tout à fait d'accord avec vous, absolument d'accord. Et aussi sur la colonisation des esprits. Moi, j'en prendrais des exemples très très contemporains. On voit par exemple sur les affaires, alors il n'est question que de ça dans l'actualité, de la woke culture ou de la cancelisation de l'histoire. On voit que s'impose en France maintenant une relecture de l'histoire qui, au vu de l'histoire américaine, mais l'histoire de France n'a strictement aucun rapport avec l'histoire américaine. Hein, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment sur le débat concernant Napoléon et l'esclavage. J'ai rappelé que Napoléon n'a jamais eu d'esclaves, n'a jamais possédé d'esclaves, alors que George Washington, qui est toujours célébré en grande pompe aux États-Unis, quand il est mort, il avait 300 esclaves noirs à sa disposition. Mais néanmoins, on importe ainsi des débats états-uniens que l'on importe en France et par l'intermédiaire justement de mots qui s'imposent comme ça. Alors dans le pire des cas, c'est en anglais, mais il y a aussi une autre façon. Alors là, j'ai quelque chose que je trouve tout à fait frappante aussi, c'est que je vois de plus en plus de responsables politiques, etc. Il y a un ou deux ou trois mots récents qui ont fait leur apparition en français dans le vocabulaire. Je pense par exemple au mot glaçant. Glaçant. Je vois que Mme Audrey Pulvar a trouvé glaçante une vidéo. Je vois que M. Mélenchon a trouvé glaçant. Mais glaçant, c'est une invention d'origine américaine. C'est le mot chilling. Et en anglais, effectivement, aux États-Unis, on trouve qu'une vidéo is very chilling. Mais en français, la bonne traduction, c'est pas glaçant, c'est effrayant, c'est terrorisant, ça existe. Et donc, on a en fait une espèce de colonisation des esprits qui vient aussi dans les modes, même lorsqu'elles sont traduite. Dans le même genre, il y a inspiring, ça veut dire inspirant. Je voyais l'autre jour, c'était il y a un mois, c'était Madame Pécresse qui disait qu'elle avait vu, je ne sais pas qui avait un parcours inspirant. Et ça, c'est vraiment la colonisation stricto sensu. Alors il est assez extraordinaire de voir que des mouvements comme la woke culture ou la cancelisation prétendent justement être des mouvements décoloniaux, décolonisateurs, mais en réalité, c'est une décolonisation qui se fait par la colonisation mentale venue d'outre-Atlantique. Comment vous êtes d'accord aussi avec ça, Charles Durand? Complètement. Je veux dire, le problème des anglicismes, alors pour la majorité des gens, un anglicisme, c'est un mot anglais non traduit. Non. C'est-à-dire, il peut y avoir des mots anglais non traduits et il peut y avoir également des calques, c'est-à-dire une traduction mot à mot de l'anglais, comme par exemple, bon, c'est ma tasse de thé, glaçant, que vous avez cité, enfin, il y en a plein d'autres. Ça, je veux dire, ça n'est pas conforme à notre mode de pensée d'origine, à notre comment dirais-je, à notre culture. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour d'un premier tour d'horizon. Moi, je me réjouis donc des fonctions que vous allez prendre. Vous ferez donc une petite vidéo comme ça, je sais pas, une fois par mois, qui attirera notre attention sur les questions de francophonie. Je crois qu'en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un combat qui est un combat global. Il faut, je pense, cesser de regarder le combat pour la francophonie comme une espèce de combat d'universitaires ou de professeurs un peu grognons, retraités, qui vivent dans le monde d'avant. Non, non. Il y a une logique de domination mentale, économique, financière, coloniale, en fait, entre tout ça. Et par exemple, sortir de l'Union européenne, comme nous le souhaitons, retrouver notre monnaie nationale, ne plus dépendre de l'OTAN, tout ça, c'est logique avec le fait de récupérer
notre langue, ça va de pair. De la même façon qu'il va de pair que le français disparaît au fur et à mesure, puisque nous avons la même diplomatie imposée par les États-Unis, que nous avons les mêmes réflexes. Il suffit de voir comment les pays de l'Union européenne se comportent vis-à-vis de Washington, comme naguère les pays de l'Est vis-à-vis de Moscou. C'était les pays satellites, mais là c'est la même chose. Nous avons été complètement satellisés. Et d'ailleurs, dans les pays satellites d'Europe de l'Est, du temps de l'Union soviétique, on apprenait le russe. Et maintenant, ils se mettent tous à apprendre l'américain. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, comprendre que c'est un combat au bout duquel, ce n'est pas un combat ringard, hein, c'est un combat au bout duquel ce dont il est question finalement, c'est notre liberté et c'est notre identité propre, l'identité française. Et alors, il y a beaucoup de journalistes qui pensent que l'anglais s'est imposé un peu par ses propres qualités, par sa grande diffusion, etc., alors que c'est faux. L'évolution actuellement de la langue française est pilotée véritablement de l'extérieur. Et il y a des journalistes, comme il y a une de vos suiveuses également, enfin une de vos adeptes, Diana Johnstone. Je l'ai questionnée à ce sujet. Elle n'est pas au courant d'une action quelconque des États-Unis pour imposer l'anglais là où il n'existe pas. Elle n'est pas au courant. Or, il suffit de regarder un tout petit peu ce qui se passe pour constater que c'est un des objectifs principaux des États-Unis. Comme vous le savez, en 2014, il y a eu le coup d'État du Maïdan qui a été soutenu amplement par les États-Unis. Et l'une des premières choses que le nouveau gouvernement soutenu par Washington a fait, c'est d'abolir le statut officiel du russe. Dans un pays où 100% de la population est bilingue et où 50% a le russe comme langue maternelle. Donc, Absolument. on voit très bien que c'est une action prioritaire pour les États-Unis, détacher l'Ukraine de la Russie par le biais de la langue, par le biais de la suppression du statut officiel de la langue russe. Voilà, ça fait partie du soft power. Il faut voir peut-être en conclusion, mais vous aurez l'occasion de revenir sur tous ces sujets dans les mois qui viennent avec nos auditeurs. Pas mal d'anecdotes là-dessus. Voilà, il faut par exemple rappeler que d'autres pays essaient de développer leur langue. Par exemple, la Chine a développé les instituts Confucius à travers le monde pour développer la langue chinoise. Je note aussi, je crois que c'est en Inde où il est désormais facultatif de parler l'anglais dans les plus grandes universités, de même qu'en Chine. C'est-à-dire qu'il y a une volonté en Inde de revenir ou de développer l'hindi comme langue nationale au détriment de la langue du colonisateur britannique. Et en Chine, il y a maintenant, dans, je crois, les plus grandes universités comme Beidai, comme Tsinghua, Pékin, de rendre la langue anglaise désormais facultative. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le monde, l'histoire n'est pas arrêtée, l'histoire se poursuit. Il y a par exemple en ce moment aux États-Unis d'Amérique une montée constante en puissance de la langue espagnole. Il y a d'ailleurs des États maintenant qui sont des États bilingues, comme je crois la Californie, le Michigan, l'Arizona, etc. Tellement il y a d'hispaniques. Et donc on voit que ce combat pour les langues, en fait, la messe n'est pas dite, hein, ça n'est pas terminé. Il y a actuellement une lingua franca, comme on disait au Moyen-Âge, qui était le latin. Maintenant, c'est le globish. C'est un sous-anglais qu'on appelle le globish dans le monde occidental. Mais ceci bouge beaucoup. Et dans des pays d'Asie qui sont en plein essor, eh bien, la prédominance du tout anglais est en train d'être combattue. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous contents de vous avoir avec nous, Charles Durand, d'attirer l'attention de nos adhérents. Et puis, on aura l'occasion certainement de lancer quelques initiatives pour combattre l'anglicisation généralisée de notre pays et défendre la langue française qui est quand même la langue de notre identité nationale. Merci beaucoup Charles et à très bientôt. Merci de cet entretien.